Ok. Bonjour, bienvenue à cette session que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. Je m'appelle Ousmane Diaye, je suis journaliste, rédacteur en chef Afrique de TV5. Alors nous allons nous pencher sur la notion de Sud global. Est-ce deux blocs face à l'Occident? Est-ce une réalité? Comment tout cela est perçu? Nous aurons à peu près 1 heure de discussion avec nos panélistes, nos éminents panélistes, et après on essaiera de prendre 2 ou 3 questions de la salle. Alors, je vous présente rapidement nos intervenants, nos discutants. J'ai à ma gauche docteur Tota Vodo. Docteur Vodo est professeure de droit et de géopolitique à Sciences Po Paris. Elle a été par ailleurs ministre de la Justice dans son pays, l'Albanie. Alors avec nous aussi, Mankeur Ndiaye. Alors je vous le dis, le ministre Mankeur Ndiaye que vous avez vu dans le programme S'excuse et empêcher. Après, j'ai juste après Farid Chaïvaev. Farid Chaïvaev nous vient de l'Azerbaïdjan, Bakou, docteur en histoire de l'université d'Ottawa. Il dirige le centre d'études des relations internationales de Bakou. Juste après, nous avons Milena Mihailovic. Milena Mihailovic nous vient de la Serbie. Elle dirige un think tank. Elle est directrice European Policy Center, think tank indépendant basé à Belgrade, capitale de la Serbie. Après, nous avons Jean-Christophe Bas. Jean-Christophe Bas a été directeur général adjoint de l'Alliance, alors je traduis peut-être mal, hein, l'Alliance démocratique, l'Alliance pour la participation citoyenne et démocratique au sein du Conseil de l'Europe. Il est fondateur et dirigeant, patron de Global Compass. Enfin, avec nous hein, dans cette discussion, attends, excusez-moi, j'ai le général, hein, c'est après le général Trinquant que Dominique Trinquant, qui est général, qui est consultant, expert en relations internationales aujourd'hui. Il a une longue expérience, notamment d'intervention. Il a dirigé des troupes de l'ONU un peu partout dans le monde. J'ai aussi Giovanni Romani. Giovanni Romani dirige et travaille au sein de l'OTAN, où il dirige le département au Moyen-Orient et Maghreb. Voilà, j'espère avoir été complet. Alors, ce que je propose, hein, c'est de commencer d'abord, parce que c'est un paradigme, hein, et comme tous les paradigmes sont assez discutables, donc je vais essayer de faire un premier tour de table où l'idée, c'est vraiment de nous donner votre approche d'abord du Sud global, qui est quand même une notion assez perçue différemment selon qu'on est en Serbie, selon qu'on est en Azerbaïdjan, selon qu'on est à Paris. Et puis, essayer quand même de répondre à la question, est-ce qu'une réalité, est-ce que c'est le retour d'une sorte de guerre froide de bloc, ou est-ce qu'au final, c'est quelque chose d'assez artificiel? Alors je commence hein, dans l'ordre par professeur Vodo, Tota Vodo, ancien ministre de la Justice de l'Albanie et aujourd'hui professeur à Sciences Po Paris, et qui d'ailleurs est très intéressant parce que travaille sur l'Union européenne et je pense pourra nous dire des choses sur l'approche sud globale vue de l'UE. Professeur, it's for you. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir d'être ici et justement de répondre un petit peu à ces définitions. I'm going to pass to English just for the sake of everyone and the facility. Thank you. In general, to reflect first of all on the definition itself. I was very happy to be invited to this panel because the global south today, especially after the US election, is such a definition which we need to reflect upon. And it is true that while reading the news and while listening to the BRICS and all the other platforms related to the global south, it is very interesting to reflect on, will we be living
a second Cold War. So the West versus the South. And what does it mean when more countries, such as the new countries demanding to be part, for example, of BRICS, does it mean that they are going against the West? So we are living in such a dynamic area right now that, of course, we need to reflect upon, and it is up to us to actually define if this is going to be a war or an opportunity. So, of course, I cannot help but see it from the EU perspective because I work very much on this, but of course, there is a broader perspective to look at it. So while I was looking to all the projects, all the reforms which have been launched by the European Union to intensify the relations with the global South. We are talking just some days ago about Mercosur, about the trade agreement with some countries of South America, all the initiatives in Africa, so on and so forth. So we could tell that there is a willingness from the European Union perspective to actually work and intensify the relations with the global South. But does this mean that this is perfect? Of course not. So this is the moment for us to reflect upon all the possible communication and dialogue that we are actually feeding between the North and the South, between the Western powers and the rest of the world. Does it mean that from now on, especially looking on how bold the future president of the US is on the tariffs and so on, does this mean that this will be a war? So of course this depends on us. So while I was looking to some of the initiatives, allow me to mention very briefly the Global Gateway Initiative, which is related to the digital energy and transport. Global Europe, which is related to the development and international cooperation. Trade agreements and economic partnerships, green energy initiatives, scientific and technical cooperation. What is this for? What are these projects for? Of course, these are actually tackling real challenges that we are facing today. Climate change does not know if you are sitting somewhere in the West or in the South. It is a reality. It is happening, despite so many others trying to convince us otherwise. So this means that there is a response and there is a necessity to work on this. These are the common challenges: global health, economic inequality, mass displacement. So how can you tackle all this? I believe that despite all the platforms, all the projects that we can work on, it is important that we may focus on the essential thing, the citizens. The citizens are the ones who are voting and are deciding who will get into power. And what does this mean? We saw that during this year, more than half of the population in the world voted. And there were a lot who voted to go right, and that's fine. It's part of the history. We have seen many waves to the right or to the left. It doesn't matter. What matters most is to see, is there a real communication, a real channel between the citizens and the institutions? Have we lost our citizens on the way while launching all these reforms? I believe we did. Especially in the European Union, there were many surveys where the citizens were not even aware who was the president of the European Parliament or of the European Commission. And this is shocking in the first sight. But indeed, later on, while looking on how we have launched the dialogue, well, yes, it may not be so surprising. So Thank you. I do believe, Yeah, just finish, the, finish, the, right, Professor. the last word, I do believe that
All these shaking waves and the social movements which are actually taking place are inviting us to reflect upon how we want to launch all these platforms and how we want to shape so that all these other alternative platforms such as BRICS and free trade agreements with in other continents may be an opportunity and not a competition or a trade war between the West and the South. Thank you. Thank you, Professor. Farid Shayev, vous nous venez de l'Azerbaïdjan. Donc vous dirigez à Bakou le Centre d'études des relations internationales. Professeur Vaudot a parlé de l'approche de l'Union européenne. L'Azerbaïdjan a la particularité de n'être pas dans l'Union européenne, mais de ne pas être dans le Sud. Comment, à partir d'un pays comme l'Azerbaïdjan, vous percevez la notion de Sud global? Est-ce que vous pensez que c'est une dynamique qui vous concerne ou c'est une dynamique qui est plutôt sur l'Europe? Comment, depuis l'Azerbaïdjan, j'aimerais bien savoir comment vous vous situez en termes d'analyse et d'approche? First of all, thank you very much. I thank host and so moderator. Try briefly outline kind of my intervention in 3 parts, historical perspective, then the agenda of Global South and Azerbaijan's involvement. As you outlined, quite rightfully, Azerbaijan is not part of the Global West or collective West, but is not part of the Global South. We've been the part of the former Soviet Union. But increasingly, since our independence, we are moving toward non-alignment. As you know, we chaired non-alignment movement from 2019 to 2023, and that was one of the major pillar of our foreign policy. First of all, I would like, from the historical perspective, to say that I don't believe that we have now West and the rest as a sort of 2 fighting camps. Rather, it goes along with the traditional. It was before Cold War bipolar, United States, Soviet Union. Now we have much more multipolar picture. China, Russia, and occasionally Russian and Chinese agenda, they are not overlapping, where we have some different interests. But we have also increasingly influence of the regional actors, Brazil, Saudi Arabia, Turkey, India, and some others. So this is a very diverse world. In terms of the Global South, again, if we look at the historical perspective, it not emerged after Cold War or yesterday. I would say the momentum was the 1960s, 50s, it's the decolonization. So that's why the agenda of the Global South is quite related to the fight for decolonization. Just I would like to outline several points, which is, I think we believe in the Global South trying key concerns. Thank you. It's development inequities and debt burdens, climate change impact, resistance to great power rivalry, and double standards, especially now with the war in Ukraine and in the Middle East, the refugees, white refugees, black refugees, and all this conversation in Europe. We see the discontent of Global South with the West, but still I don't think it is indeed we are going towards like the 2 camps, they're fighting. In terms of the further agenda of Global South and the role of Azerbaijan. Because indeed in 90s we've been subjected to occupation and aggression and we fight for territorial integrity and all geopolitical events in our neighborhood, events in Georgia 2008 and now the war in Ukraine, we opted, if in 90s we spoke increasingly about Euro-Atlantic integration. So as I said, we opted for non-alignment status. We promoted agenda of Global South in non-alignment movement. And during COP29, we just finished, yesterday I spoke about the outcomes. We try to increasingly advocate for the financial assistance to developing countries.
lost and damaged funds. I know there is with discontent with the $300 billion the pledge from developed nations to vulnerable countries, but still I think it's at least something we reached at the COP29. So this is the issue: climate, development, debt burden, and I believe one of the issues is to remain outside of the global power rivalry. Thank you. Mihaela Mihailovic, vous nous venez de Serbie, de Belgrade, vous dirigez l'European Policy Center à Belgrade. Pour moi qui suis africain, et comme le disait notre ami de Farid Chayev, qui vient d'Azerbaïdjan, qui a fait un rappel historique sur le mouvement des non-alignés. Pour moi qui suis africain, les non-alignés, c'est Tito, donc la Serbie, ancien pays de l'ex-Yougoslavie. Tito est un des initiateurs et un des fondateurs avec Nerlou du mouvement des non-alignés. Chayev nous explique que la position de l'Azerbaïdjan est plutôt dans le non-alignement. Comment vous, à partir de la Serbie, de Belgrade, qui est quand même un symbole fort du mouvement des non-alignés, voyez, percevez-vous ce débat sud global versus Europe versus Occident? Osman, merci beaucoup pour cette question. Je vais continuer en anglais. C'est un peu plus facile pour moi. So yes, indeed, Serbia is probably the most famous for its historical participation in the socialist Yugoslavia, which led the non-aligned movement and which kind of still influences Serbia's position in the world, although as a small country of right now, a bit more than 6.5 million people. We have a very shrinking population, unfortunately. Of course, we cannot even compare the position of Serbia today to the position that old Yugoslavia had during the Cold War. But as I said, consecutive governments in Serbia are trying to maintain this neutral, especially militarily neutral position. So Serbia today is not a politically neutral country, but militarily it is so. So all of our neighbors, almost all of our neighbors today are already members of the NATO, whereas for Serbia this has been a strategic decision not to join the NATO, which is of course not only related to the this tradition of non-alignment, but also to the fact that in 1999 Serbia was bombed by the NATO during the military campaign that was launched to stop the war in then southern Serbian province of Kosovo. And today Serbia has a so-called four-pillar foreign policy, which basically attempts to balance out the relations and influences with all parts of the world. And at the same time, as a candidate for EU membership, of course, the country is striving towards joining the so-called global West, but I think that Serbia's position illustrates well the complexities and the nuances of these divisions, and actually also the inadequacy of these kinds of divisions today. And basically over the past decades, and especially since the start of Russia's aggression on Ukraine, Serbia's position, foreign policy position, has become more and more unsustainable. Serbian leadership has been often criticized, especially by Western leaders, that they cannot sit on 2, 3, 4 chairs at the same time. So this pressure to join a certain camp has been increasing, and the divisiveness of the international relations has really been felt very, very strongly in Serbia. So today, for example, I can just illustrate, although we have been a candidate for EU membership since 2012, this orientation towards accession to the EU was proclaimed already in 2001 after the democratic
revolution in a way in the country, which brought down the former socialist regime of Slobodan Milosevic, which launched all the wars in the Western Balkans. I won't go into that, it's a highly complex topic. But despite the fact that the country is trying to join the European Union, Serbia's foreign policy depends a lot on support from Russia and China, and this is particularly related to the relationship between Serbia and this former province of Kosovo, which today is an independent state. And at the same time, for example, Serbia is trying, the war in Ukraine, I think, illustrates well these complexities and difficulties for a country like Serbia in trying to balance the relations and influences with the major powers from all blocs. The country is, the formal foreign policy has aligned with the EU and the West on all UN resolutions related to the war in Ukraine, but at the same time the government in Serbia has been reluctant to impose sanctions on Russia, and in that sense it remains with most of the global South in terms of its position. Very similar situation is when it comes to, for example, EU's foreign policy decisions related to China. So I think that at this point, what kind of the Serbian case illustrates well is that the complexities, the increasing tensions, the increasing global tensions and conflicts are making it more and more unsustainable and unattainable to remain in these neutral positions. We have recently seen that as a result of the war in Ukraine, several EU countries, EU members, which were not previously part of the NATO, have now sort of been pushed into the NATO because of the security concerns. So divisions into camps are more stronger and stronger, but what is particularly concerning is that in this increasingly multipolar, but I would also say even chaotic world, the respect for the international institutions is going down. And the crisis of the UN system is illustrating this very well. We now, I mean, in the past, usually the global West was complaining that countries of the East and South were not aligning with some UN decisions, but nowadays we see that all of the major powers are increasingly ignoring the UN system, and this, I think, is the major concern we need to be thinking about. Thank you, Milena. On le voit, hein, la question de la guerre de l'Ukraine, le retour de la guerre en Europe est une question centrale dans ce débat. Donc la question militaire et la question des enjeux de la présence militaire et de ses formes est centrale. Nous avons la chance d'avoir avec nous le général Dominique Trinquant, qui a fait carrière au sein de l'armée française, qui a dirigé aussi des troupes des Nations Unies, qui est aujourd'hui expert militaire international, d'où le point de vue intéressant. Quel est, enfin, au vu de ce background d'expert des questions sécuritaires, des questions militaires, comment percevez-vous cette notion du Sud global? Est-ce que c'est une opposition avec l'Europe? C'est une continuité? Comment percevez-vous la position des pays que j'appellerais un peu tiers, comme la Serbie ou comme l'Azerbaïdjan, comme vient de l'expliquer le professeur Farid? Général Dominique Trinquant. Merci beaucoup. Alors je pense, avant de passer à un sujet militaire, qu'il faut revenir à des sujets de réalité. Et il n'existe pas de bloc à l'Est comme à l'Ouest. Je vais vous donner des exemples. Les BRICS, dont je dis en plaisantant que c'est fait un peu de briques et de broc, est-ce que l'Inde est d'accord avec la Chine? Est-ce que l'Arabie Saoudite est d'accord avec l'Inde? Non. Ils sont d'accord sur une chose, c'est la fin de l'unilatéralisme américain et de la puissance américaine, oui. Mais sur les autres sujets, il y a peu de points communs. Deuxièmement, quand on a tendance à dire à l'Ouest, on ne bouge pas le petit doigt de la couture du pantalon, comme on dit dans l'armée, je voudrais juste rappeler qu'en 2003, et j'étais aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, la France s'est opposée à la volonté américaine de faire la guerre en Irak. Donc ça veut dire que dans ces ensembles, il peut y avoir des points de vue différents et qui doivent s'exprimer, et il est logique qu'ils s'expriment. Et donc je pense qu'on a tort de croire qu'on parle de bloc. Et c'est pour ça que je réfute le ralliement immédiat
Je réfute le ralliement immédiat à des alliances militaires. Je vous explique par exemple l'Alliance Atlantique, l'OTAN, est une alliance, je le rappelle, qui est défensive, dont je considère qu'elle a fait une grave erreur en allant en Afghanistan, qui s'est terminée par une déroute complète. M. Poutine a attaqué l'Ukraine, menace indirectement l'OTAN, il a ressuscité l'OTAN. Le président Macron, le président français, avait dit « l'OTAN est en état de mort cérébrale ». Et c'était vrai à cette époque-là, puisqu'elle n'avait plus de raison d'être, mais la raison d'être que j'ai connue avant 1990, c'est-à-dire face au pacte de Varsovie, est revenue face à la Russie. Donc, mais c'est un point particulier. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, qui s'intéressent plus à la Chine, s'intéressent moins à l'Europe, et que l'Europe a nécessité de se conforter, de se renforcer pour avoir sa vision, qui n'est pas toujours la vision américaine. Je rappelle que sur la Chine, les Européens n'ont pas la même vision que les Américains. Donc, moi, je réfute cette idée de deux blocs. En revanche, les rapports de force ont changé. Les gens qu'on appelait le Sud global, les non-alignés, les BRICS, etc., représentent en termes de population, de PIB, des puissances qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 30 ans. Et il faut en tenir compte. Et donc, les rapports entre ces pays et ces ensembles, que je n'appelle pas des blocs, ont fondamentalement changé. Et je voudrais faire un petit aparté, puisque vous avez gentiment rappelé que j'avais porté beaucoup le casque bleu, sur l'ONU. L'ONU, c'est l'endroit où, à l'Assemblée générale, 194 pays se réunissent et sont capables de se parler. Et ça, c'est essentiel. En revanche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est sa gouvernance. Le Conseil de sécurité, je rappelle, 15 membres, 5 permanents, 10 élus, décident pour l'ensemble de décisions qui ont valeur juridique, alors que l'Assemblée générale, qui prend des décisions, je voudrais rappeler au passage que le 23 février 2023, une décision a été prise par l'Assemblée générale de condamner l'agression russe en Ukraine. 142 pays l'ont voté. C'est les 3/4 de l'Assemblée générale quand même. Hein. On ne le rappelle pas assez. Donc quand on dit que tout le monde trouve que la Russie a raison, je me pose des questions en regardant les votes. Mais en revanche, sur le Proche-Orient, veto américain, sur l'Ukraine, veto russe. Donc cette gouvernance ne fonctionne pas. Et ça commence par la représentativité. Au sein du Conseil, il faudrait maintenant, je crois qu'il y a un consensus à peu près pour qu'il y ait 2 pays africains qui soient membres permanents. La seule question, c'est quel pays? Donc il faut que l'Afrique se décide, c'est le premier point. Et puis peut-être l'Asie. Donc c'est la gouvernance à revoir. Et les espaces de dialogue, un peu comme nous sommes ici, à Tanger, sont nécessaires pour comprendre nos différences, mais aussi nos points communs, et arrêter de croire qu'il y a 2 blocs qui s'affrontent. Dans ces blocs, il y a beaucoup de différences. Je l'ai dit pour les BRICS, je le dis aussi pour l'Ouest, l'Europe et les États-Unis, qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Voilà. Merci, Général Dominique Trinquant. Vous avez parlé de l'OTAN. Nous avons la chance d'avoir Giovanni Romani qui dirige le département MOE, Maghreb Moyen-Orient de l'OTAN. D'abord, je vous fais réagir tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec le général Trinquant que c'est le grand retour de l'OTAN? Et puis, est-ce qu'à l'OTAN, vous considérez qu'il n'y a pas de bloc ou que les blocs sont multiformes, difformes? Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en anglais. Yes, I do agree with the general. We live in a world which is very complex. There's a geostrategic landscape with security challenges that have no borders. There are no national borders, no regional borders. Some challenges are global, like climate change, and everything is heavily interconnected. So when we talk about the West and global South, of course, NATO will be placed in the, following the logic of the title, will be placed in the basket of the West. Shall we close? Okay, thank you. Yeah. But, we have
even member states like Turkey that have been interacting with the BRICS. So it wouldn't even be so black and white, I would say. But when we challenge the paradigm of the UN Charter, for example, that of course is something very risky, because the UN Charter is the beacon. It is the international organization that represents all nations. It should focus, as the General mentioned, on improving maybe the governance, but we must have a rules-based international order. We must have international rules which are followed by everybody. Otherwise, we go towards chaos, and that, of course, needs to be absolutely avoided. So from a NATO perspective, our approach is multilateral. We have a 360-degree posture. We collaborate with partners, almost 40, some of which are actually members of BRICS. And so it is not like something that cannot happen, that actually we have a good collaboration also on the theme of security between countries which are placed, let's say, in this block. I don't like this definition of Global South, but certainly there is, I'm in charge of Middle East and Africa, so it's an area where there is strategic competition. That is for sure. And NATO competitors are Russia, China, Iran, and it's clear that every country, and let me underline, every country that is sovereign in their choices, which all of them could be, pursues its national interest in its foreign relations. And very often this is a balancing act. Not everybody has actually the luxury of having the umbrella of Article 5 like NATO members. So basically we live as NATO in this environment in which we try to do our best in the spirit of mutual benefit to contribute to stability and to global security together with our partners. And let me also underline how in an approach that has been reinforced at the last summit in Washington, we are more and more kind of engaging, for example, with international organizations. And we have identified like 3 which are regional, with which we want to strengthen our relationship. They are the League of Arab States, the African Union, the Gulf Cooperation Council, which are all, like again, following the logic of the title in the basket of the Arab bloc. But actually, it is, I think, in everybody's interest to approach these global challenges with a different spirit, which is not actually to be divided. Thank you. Merci. Alors, nous avons avec nous Jean-Christophe Bas qui a fondé et dirigé Global Compass. Mais quand je vois votre parcours, votre background, il est très intéressant parce que vous vous êtes occupé de questions de citoyenneté, il y a une certaine multilatéralité, vous avez travaillé pour l'Alliance des civilisations de l'ONU, l'UNESCO, l'Institut Aspen. Est-ce que, de votre point de vue, donc très proche quand même des sociétés civiles et des questions de citoyenneté, est-ce que vous dites comme le général Trinquant, bon, il faut sortir de ces logiques de blocs, ils n'existent pas? Est-ce que vous êtes, comme nous l'a démontré le professeur Vaudot, qu'il faut construire l'Union européenne, une sorte de pacte, une sorte de politique dédiée à ces zones du Sud? Quelle est votre approche de la question Sud globale, réalité? Peut-être pas. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce que je voudrais peut-être, pour essayer de répondre à votre question et à l'ensemble de la question de ce panel, je crois qu'il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Il y a à l'évidence aujourd'hui une situation où quasiment chaque semaine ou chaque mois s'ouvre un nouveau front, un nouveau conflit, de nouvelles menaces, qu'elles soient de toute nature. Et il y a une sorte d'escalade à laquelle nous assistons qui nous mène, d'une certaine façon, un peu au bord du précipice. Et cette situation, elle a été créée, à l'évidence, par la guerre en Ukraine, qui a été, pourrait le dire d'une certaine façon, l'ouverture de la boîte aux Pandore. C'est-à-dire, à partir de là, tout a été permis,
des conflits anciens ou gelés ont été ravivés, et toute une série de phénomènes se sont produits qui font qu'aujourd'hui, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, ou qu'on soit, comme on le dit ici, à l'ouest ou dans le Global South, on a conscience qu'effectivement, on est relativement au bord du précipice. Et j'aurais tendance à penser que, enfin, à faire une sorte d'analogie pour dire que finalement, c'est peut-être notre chance. Et que dans les mois qui viennent, d'une certaine façon, le monde est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit cette escalade continue, et là, à l'évidence, nous allons à la, pas dire la destruction, mais peut-être à certaines formes de destruction, ou alors il peut y avoir un sursaut. Et alors, je vais peut-être faire preuve d'angélisme. Vous avez dit que j'ai travaillé pour un certain nombre de grandes organisations internationales qui sont un peu accusées d'une certaine forme d'angélisme. Mais après tout, je crois que si on n'a pas une part de rêve ou si on ne fixe pas des horizons lointains, c'est très difficile d'arriver à prendre de la hauteur. Et cette discussion s'inscrit, nous sommes à quelques semaines de l'année 2025, qui est le 80e anniversaire de la création des Nations Unies. Alors, tout le monde aujourd'hui dit les Nations Unies, ça ne sert plus à rien, ça a 80 ans, c'est complètement dépassé, etc., etc. Alors oui, et Dominique Trinquant le disait très justement, il y a une énorme crise de gouvernance. Mais ce qu'il faut, et je voudrais vraiment insister beaucoup là-dessus, c'est que les Nations Unies, ou la vision initiale des Nations Unies, et de ce que l'on pourrait appeler l'esprit de San Francisco en 1945, est d'une extraordinaire modernité. Qu'est-ce qu'on a voulu fixer comme objectif il y a 80 ans au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et d'avoir été là aussi au bord du précipice? On a fixé deux grands objectifs, la paix et le développement. Or, la paix et le développement, là encore, si je regarde the West versus the Global South, eh bien, restent d'une extraordinaire pertinence pour l'ensemble de la planète, au-delà des divisions des cultures, au-delà des divisions des religions, au-delà des divisions idéologiques. Je pense qu'il y a comme corpus commun à l'ensemble de l'humanité la volonté de paix et de stabilité et la volonté de développement. Et je crois qu'il faut garder ce cap et justement revenir à l'esprit de San Francisco, à l'esprit de la charte initiale des Nations Unies, en ayant présent à l'esprit qu'il y a eu une sorte de dévoiement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé et on a fait des progrès extraordinaires dans ces deux directions, la paix et le développement, et qu'on a peut-être mis, et c'est peut-être la responsabilité de l'Ouest, on a cru aussi qu'il fallait, et j'approuve complètement, mais je peux penser qu'on puisse avoir des différences d'âge, des différences de perspective, que les notions de gouvernance, les notions de respect des droits ne sont pas les mêmes selon les cultures. N'oublions pas que la déclaration qui a fait l'objet de la création des Nations Unies a été signée par 48 pays. Il y avait un seul pays africain qui était signataire, un seul, parce que l'ensemble des pays africains étaient représentés par les puissances coloniales. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a un contexte qui est complètement différent, et je crois qu'il faut profiter peut-être de cette opportunité d'être au bord du précipice pour avoir une discussion et de remettre sur la table les fondamentaux d'une nouvelle gouvernance, de dire, eh bien voilà, il faut peut-être aussi réinventer l'universel, et si ça n'est pas l'universel, c'est réinventer ce qui nous met, ce qui fait que nous voulons être sous le même toit, comme une seule et même humanité. Il y a eu, et c'est mon dernier mot, je crois qu'il y a eu dans le monde occidental, au cours des 20 ou 30 dernières années, qui ont suivi notamment la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, à la fois un mélange d'arrogance en disant, voilà, nous avons imposé notre vision du monde, et puis aussi, je crois, d'une grande paresse intellectuelle, c'est-à-dire de ne pas vouloir comprendre qu'il y avait des aspirations très différentes qui s'exprimaient dans différentes parties du monde, et qu'il fallait effectivement réouvrir la discussion, avoir une conversation globale sur
une nouvelle vision partagée pour le XXIe siècle. Alors, j'aime beaucoup l'expression conversation globale, sud globale, et je vais me permettre, parce que Jean-Christophe Bas a posé la perspective et les jalons, de vous poser une toute petite question, une dernière question. Est-ce que vous pensez que finalement le sud global, comme le propose Jean-Christophe Bas, peut être une sorte de on rebat les cartes pour construire quelque chose de très positif, hein, qui est l'objectif vers la paix? Est-ce que c'est quelque chose qui milite dans ce sens où l'affrontement est un peu inévitable avec la volonté, on le voit clairement, des pays dits du Sud global d'affronter l'Occident? Est-ce que l'affrontement dans les deux blocs peut être évité? Est-ce que même il peut y avoir un renversement de perspective? Qui veut répondre, formuler quelques propositions peut-être? Professeur Vaudot. Oui, merci beaucoup. En fait, cela dépend de nous. C'est vraiment un momentum crucial parce que, en fait, on peut le voir dans les deux côtés. D'un côté, on peut le voir vraiment comme une rivalité, comme une compétition, et de l'autre côté, on peut le voir évidemment comme une opportunité. C'est-à-dire que ensemble, on peut se décider. Eh bien, il y a de conflits en cours. Ça suffit de garder, par exemple, toutes les dynamiques internes à l'intérieur de BRIC. On peut voir que la Chine avec l'Inde, avec les conflits territoriaux qu'ils ont en cours, eh bien, il y a pas mal de désaccords. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une plateforme internationale, peu importe le statut légal, qui va faire que tous ses membres à l'intérieur vont se mettre d'accord sur tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu de conflits territoriaux dans plein d'autres alliances. On peut le voir que même dans l'histoire de l'élargissement de l'Union européenne, eh bien, il y a eu de désaccords territoriaux avant que certains pays devenaient membres de l'Union européenne. Eh bien, on peut le voir, par exemple, à l'intérieur de BRIC, comme certains pays, ils sont en train d'évaluer si faire partie ou pas. La Turquie a déclaré ouvertement qu'on peut être allié avec l'Ouest qu'avec avec l'Est. Donc, évidemment, avoir tous ces avantages. On peut voir l'Argentine qui s'est retirée de BRIC. Donc, enfin, il y a vraiment un momentum pour déclarer tout ça. Moi, je le vois comme une opportunité pour faire en sorte que tous ces pays qui, jusqu'à maintenant, ils ont eu une dépendance de l'Ouest, eh bien, il peut y avoir d'autres plateformes à développer avec deux pays voisins ou d'autres alliances régionales pour développer ces dynamiques. Général Trinquant, puis Milena. Trinquant et Milena. Yes, I would like to Bon, say Milena d'abord. Bon. Vous permettez, Général? Allez, it's okay for you. just briefly to say that I think that at this point we need to see which are the countries that can actually lead the world towards a reform and increasing respect for the multilateralism in the world. Right now, I would say that, for example, South Africa is the beacon of hope because it is the country that managed to bring a case against Israel for the war in Gaza. And it has actually brought to the light of the entire globe. And I think that now this kind of, the double standards of the global West are becoming more and more visible, and the position of the global West is becoming more and more divided. We see that the European Union has been completely divided on the issue of Gaza. So we have a genocide unfolding before our eyes in the middle of the Middle East. And we have the global West ignoring the UN, ignoring the international courts, while we have the countries of the global South leading the processes which are trying to keep up the respect for the human rights and for the international conventions to which all of these countries, well, most of these countries are a party. So I think that we really need to observe how these dynamics are changing, and I think that if the global West wants to retain its position in the international relations, these kind of double standards, they need to just not be there anymore in the future. Bon, elle pose une question importante, hein, et je vois que le général Trinquant n'est pas peut-être d'accord sur tout. Alors, je le dis parce que
il faut que je le dise, bon, on avait prévu le ministre Mankeur Ndiaye pour peut-être être une regard du Sud, hein, parce que quand même le regard est assez du Nord, mais je suis content que vous souleviez la question du double standard, parce qu'au final, en tout cas dans le Sud global en Afrique, moi que je connais un peu mieux, l'un des soubassements, l'un des moteurs de cette idée de se mettre en bloc, c'est le double standard. Hein. Les pays veulent s'organiser parce qu'ils ont l'impression, peu ou prou, que l'Occident impose une sorte de standard à géométrie variable. Général Trinquant. Oui, avant de mon propos, simplement en réponse à ce propos-là, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas globalement l'Ouest qui soutient le sujet au Proche-Orient. Regardez ce qui se passe en Europe. Il n'y a pas un pays européen qui est d'accord. Vous en avez beaucoup qui soutiennent la Palestine et quelques-uns qui soutiennent Israël. Donc c'est faux de dire qu'il y a un global Ouest qui soutient ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. C'est faux de le dire, il faut le rappeler. Simplement, quand je parle des changements de rapport de force, moi je suis assez sur la ligne optimiste de Jean-Christophe Bas. Je dis simplement qu'il n'y a pas seulement les rapports de force qui ont changé, il y a l'utilisation de la force qui a changé. Et ça, c'est un militaire qui vous le parle. Quand on rentre dans la dynamique de la guerre, il est très difficile d'en sortir. Et donc, le problème, c'est que les rapports de force doivent être traités d'une autre façon et faire comprendre que ça n'est pas possible de traiter ça par l'usage de la force. On doit le traiter par le dialogue et par le droit. Et donc, faire très attention, parce que effectivement, vous le disiez tout à l'heure, la guerre en Ukraine a changé la donne. Pourquoi? Parce qu'un membre permanent du Conseil de sécurité a décidé de traiter son problème en utilisant la force. Et la réussite de son opération à lui pourrait tout changer si on s'aperçoit que ça marche. La même chose au Proche-Orient. Est-ce que ça marche? Alors, aujourd'hui, moi, comme vous le savez, le président Zelensky a pris la parole hier en disant qu'on ne gagnera pas militairement, qu'il faudra négocier, etc. Je pense que aujourd'hui, cette guerre est un suicide à court terme pour l'Ukraine et à moyen terme pour la Russie. Ne nous faisons pas d'illusions, c'est extrêmement dur pour la Russie. Et donc, je pense qu'à terme, la guerre arrive à une annulation de tous les gains que l'un et l'autre pourraient avoir. Donc la guerre, je rappelle, les Nations Unies, nous, peuple des Nations Unies, refusons la guerre. C'est comme ça que ça commence la Charte des Nations Unies. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc faire attention au dérapage et au cycle de la violence. Je vois que Jean-Christophe Bas voulait rajouter quelque chose. Après, si vous Oui, très brièvement, merci beaucoup. Pour dire, je crois qu'il faut sortir de cette atmosphère de cours de récréation, en disant c'est ta faute, non c'est ta faute, non c'est ta faute, non c'est ta faute. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, que des erreurs ont été commises de part et d'autre, et je crois que nous sommes, en tout cas dans le monde occidental ou dans l'Ouest, tout à fait prêts à reconnaître un certain nombre d'erreurs. Il y a eu d'autres erreurs qui ont été commises, et donc c'est pour ça que je crois que on peut à l'infini je dirais se reprocher des erreurs. On peut aussi dire que c'est relativement un peu ironique de dire que c'est un certain nombre de grands pays très autocratiques qui demandent à démocratiser la gouvernance globale. Et donc qui commence peut-être déjà à la maison, et puis après. Mais encore une fois, je pense qu'il faut créer les conditions de cette global conversation. Et vous avez mentionné que j'ai passé plusieurs années à l'Alliance des civilisations des Nations Unies. On avait développé ce slogan, moi je trouve qu'il était très parlant, qui était « to agree on how to disagree ». Et à partir du moment où effectivement on a une conversation, et que même si on n'est pas d'accord, mais on a eu une conversation, et on peut comprendre et respecter qu'il y ait des différences. Et c'est ça qui, je crois, qui nous manque aujourd'hui. Je pense également qu'il faut qu'on sorte de cette espèce de climat, de ce qu'on appelle maintenant le piège de Thucydide, c'est-à-dire cette anxiété que le monde occidental a par rapport à l'émergence. C'est une absurdité. Il y a simplement un rééquilibrage du monde, et il faut tenir compte de ce rééquilibrage. Et après tout, ça n'est pas un drame si effectivement il y a effectivement ce rééquilibrage. Pardon. Peut-être Farid Chaivaev, vous voulez dire quelque chose sur les propositions que vous avez entendues? Est-ce que vous adhérez à la proposition de Jean-Christophe Bas, par exemple, de la discussion globale à substituer à la logique d'affrontement?
not to repeat what been previously, but I think we agree that, yes, on one side, there is no two fighting camps, West and the rest, but there is the agenda for Global South, and I spoke, and some of my colleagues spoke about that. Now, in terms of the solutions for Global South, we can speak about double standards, you know, in a volume. That was the fact of our life for many decades, and right now. For example, you can say that Russia breached the international law by invading to Ukraine, but that the law, international law, was abused before that by other global powers too. So we're living in an increasingly world which is international law, at least as we know from this Second World War, is damaged, and basically we're speaking about failure. Now the solution, I think, lies in, first, we need to strengthen multilateralism through institutions, United Nations and some other. The second, I think, especially relevant for Global South, it's the decolonization. Yes, political decolonization more or less has finished with few territories, but economic decolonization, you know, look at the African continent, still the economic resources exploited by global powers, former colonies. So that is the problem, and we see reluctance of developed countries finance climate change and some others. So, and this is two agenda items which I believe very relevant. Thank you. Thank you. Peut-être un mot, Giovanni Romanis, you want? Well, I don't have much to add. What I wanted to underline is I hear this proposition and the spirit of taking into account, of course, the aspirations and the position of all the countries, including those that feel kind of that they're not completely part of what maybe they perceive as a West that has a prominent role. At the same time, we have to be careful with the risk of going in a direction in which actually you end up, as the title suggests, with two blocks in which narratives such as, and we heard this, like double standards or maybe the perception of a country as being forced to take sides is perceived in a way that at the end it leads to a confrontation rather than to an alliance or civilization that can actually tackle these problems altogether. And I can tell you that from a NATO perspective, and actually the General was mentioning that, there are several nuances among the member nations that even in the case of the conflict in the Middle East have very different positions. So there's absolutely no block in one direction or another. They're actually nuanced position, and actually member states of NATO have taken very, very important steps, you know, towards, for example, Palestine, and NATO itself. The Secretary General has been calling for the respect of international law, the protection of civilians, of course the release of hostages, but also the end of the conflict, if anything, a ceasefire or the end of the conflict. Thank you. Thank you very much. Alors, on va prendre quelques questions de la salle avec, je vous en prie, de règles, qui vous êtes, d'où vous parlez, et une question, pas deux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, et une question par personne. Je vois là, deuxième rangée, madame, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule en fait. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle là, qui circule? Elle est là. Elle est là. Je ne vois pas à cause de la lumière, donc je me lève. Ouais, c'est ça. It's okay. Ah. Hello. Yes. Hi, my name is Asma Abbas. I'm a political theorist and I'm also an educator. Yes, so thank you so much. I've been waiting for 2 days for anyone to mention Gaza. So
Thank you. And thank you for actually taking the name of the word Palestine. So means a lot. Because thinking of languages of polycrises and democracy, all of these things, and I mean, I don't think democracy has come up until today, but it's often used as a term to kind of discipline everybody who's not democratic enough, right? It's never seen as a collective project. We're often told that certain states don't deserve certain things because they're not democratic, right? We have arguments for genocide made on behalf of the fact that a liberal democracy is committing genocide, so it's better than people standing up for themselves. All that said and done, I want to know what is sort of, I'm a philosopher, I'm a teacher, I'm a writer. What does it take for an entire, like all these experts to come together and be alienated from reality in the same exact way? Like, I'm worried about that. I'm worried about conversations about this blog, because academics study the Global South in a very different way. We see it as not as a geopolitical reality alone. Multiple truths can be true at the same time, which is that yes, there's not a unified position, but that can also be an ambivalence that creates unimaginable kinds of insecurity in the world, that who do you turn to, right? So sometimes block making is not just only a matter of factions. So I will finish. But so the idea that the Global South is an outcome of, it's a concept that denotes a history of colonialism and continuing empire, has also been absent in these conversations, including today, because there's something so presentist about geopolitical conversations that seem like somehow this is the world we want to maintain, but I'm not sure, you know, it's really there. And so, of course, my great regard to you, and just wanted to kind of hear you more. Like, what does it feel to sit among all these people? Please. To be the one person to say the Please. truth. Thank you. Je vois une question juste derrière. Non, juste derrière à gauche, et après, vous, monsieur en boubou. Merci Ousmane. Je voudrais juste répondre à la dame pour dire que en parallèle, il y a une session sur les relations avec le monde arabe et Gaza est au cœur des sujets, qu'il y a aussi des intervenants palestiniens qui sont là dans différents ateliers, que hier dans certaines interventions où j'étais, il y avait aussi des représentants de la Palestine. J'aimerais m'adresser à Monsieur Ba, une question très précise. J'aimerais vous écouter de manière explicite et peut-être avoir aussi l'opinion du général Trinquant. Vous dites qu'en Occident aujourd'hui, concernant la situation ou le conflit entre la Russie et l'Ukraine, certains pays occidentaux sont disposés à reconnaître leurs erreurs. Ça veut dire qu'il y a des pays en Occident aujourd'hui qui sont prêts à reconnaître que l'OTAN n'a rien à faire en Ukraine et qu'il n'y a pas besoin de piquer un peu plus la Russie. Merci. J'aimerais bien avoir vos avis à tous les deux. Merci beaucoup. Il y avait monsieur en boubou violet ici. Il est là, en face, à côté. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Delmas. Je viens de la Centrafrique, étudiant en 3e année des sciences économiques et de gestion de Tanger. Ma question est de savoir, je voulais m'adresser plus précisément au général Trinquant. Prenez par exemple une nation comme la France, avec tous les moyens que vous avez, toutes les dispositions que vous avez, mais l'armée française en Afrique n'arrive pas à maintenir la paix. Surtout, l'armée française, face à la rébellion, c'est toujours la rébellion qui gagne le terrain. On voit au Mali, au Burkina, plus précisément en Centrafrique. Et pourquoi aussi l'armée française continue toujours à imposer, les dirigeants français continuent toujours à imposer à nous les Africains, les chefs d'État, qui sont là pour défendre l'intérêt de la France. Merci beaucoup. Alors, on va prendre là-bas, à l'extrême fond, au milieu, pour ne pas frustrer les gens. J'avais dit 3 questions, mais il y a beaucoup de... Là-bas, ouais. Là-bas, ouais. Le micro est derrière vous. Allez, voilà, vous l'avez. Et après, monsieur qui est à côté de vous, et je suis désolé,
il faut que nos speakers aient le temps de répondre tout de même. Voilà, Rapidement, vraiment. Merci beaucoup, Mohamed. M. Ndiaye. Voilà, c'est Mohamed, je suis journaliste à Maroc Diplomatique. Donc, mon intervention, je vais rester en fait sur le thème, parce qu'on parle de deux blocs, on a évoqué la problématique économique. Parce que si on parle du Sud global et l'Ouest et l'Occident, il y a le côté militaire qu'on a évoqué, le côté sécuritaire, mais aussi il y a la dimension économique aujourd'hui. Si on regarde les BRICS avec leur avancement et qui posent la conditionnalité aujourd'hui de la gouvernance du FMI et de la Banque mondiale, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre sur le plan économique. Et donc, si le Sud global aujourd'hui avance très bien au niveau de certains pays, c'est parce qu'en fait, les pays africains en particulier ne se voient pas aujourd'hui dans le dispatching voilà, du financement des FMI et de la Banque mondiale. Donc, est-ce que, et là, en fait, je continue un peu, s'il vous plaît, et dans le prolongement de l'aspect financement, du financement et aussi le côté sécuritaire. Donc, le gars l'a évoqué, sur le côté sécuritaire, on voit que la France est en Afrique, il y a la Russie aussi qui vient aussi se positionner. Est-ce que réellement le Sud global n'a pas une raison vraie aujourd'hui de changer la donne sur le plan géopolitique? Merci beaucoup. Et monsieur? Ouais. Mohamed Zainabi, je suis rédacteur en chef de l'Observatoire du Maroc et de Pouvoir d'Afrique. Ma question est directe. Il y a des divergences à l'évidence selon les points de vue des différents intervenants, mais est-ce que le Nord comprend, perçoit le changement dans la jeunesse, les messages que porte la jeunesse dans le Sud global? Il y a énormément de nouvelles idées qui émergent et on entend toujours, quand on entend le Nord s'exprimer, un langage qui est en décalage avec le discours de la jeunesse, notamment en matière de la perception des rapports entre le Nord et le Sud. Je ne peux pas m'étaler, mais j'espère que... On a bien compris, oui, voilà. mes chers Merci. confrères. Alors, je vous propose qu'on réponde le plus vite possible pour voir si on peut reprendre des questions, même si je ne suis pas très optimiste. Alors, je propose que chacun de vous réponde, en commençant par le général Trinquant, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui lui ont été adressées directement. Oui, merci beaucoup et merci pour ces questions. Et je commencerai par la dernière question pour arriver à votre question. Je crois que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, il y a une explosion démographique. Vous avez 60% de la population qui a moins de 20 ans. Et si la France n'arrive pas vraiment à les comprendre, peut-être, je crois que les gouvernements africains non plus. Et le problème, c'est que la France, elle traite avec les gouvernements. Et donc, l'accusation qui est faite sur le gouvernement français qui traite avec les gouvernements, pardonnez-moi, mais c'est les règles de l'état de droit aujourd'hui. Et quand le président Macron réunit les jeunes à Montpellier, il se fait rabrouer par tous les gouvernements africains qui lui disent « c'est pas comme ça qu'on fait, vous traitez directement avec notre jeunesse ». Donc oui, il y a un problème de la perception de la jeunesse qui est la génération qui monte. Et cette perception, elle doit être faite par les Français peut-être, mais d'abord par les Africains, parce que après tout, c'est les gouvernements africains qui dirigent les Africains. Et j'en arrive à la question sur l'armée française. Je voudrais juste rappeler que l'armée française, en 2013, est intervenue à la demande d'un gouvernement africain pour arrêter les mouvements qui descendaient vers Bamako. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'une fois cette intervention faite, l'armée française aurait dû quitter le Sahel. Je rappelle qu'elle n'était pas présente au Sahel avant, hein. Si vous voulez, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont le droit de choisir. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les trois ont choisi d'instituer des dictatures militaires. Le Premier ministre malien qui a eu le tort de dire eh bien, écoutez, quand est-ce que ça se termine? Il a été relevé tout de suite pour être remplacé par un général de division. Donc on peut questionner la démocratie de ces choses-là. Et quant à votre pays, la Centrafrique, que je connais très bien, pour y être allé souvent, depuis longtemps, pour retirer les forces françaises en 1997, à l'époque, vous voyez, donc ça date. Je dois souligner simplement que, contrairement à ce que vous dites sur les mouvements djihadistes, aujourd'hui, regardez de près, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que les trois pays, et la République centrafricaine, mais les trois pays du Sahel, ont décidé de s'allier avec un pays qui n'envoie pas son armée là-bas, mais des milices qui se payent sur la bête. En Centrafrique, les mines, les taxes
sont payées par la Centrafrique, sont prises par la Centrafrique. Juste hier, il y a eu une manifestation en Centrafrique. Vous voyez que je suis les trucs d'actualité. Tout simplement parce qu'il y avait des gens qui préparaient la fête nationale du 2 décembre, du 1er décembre, et Wagner est arrivé et n'a pas accepté ça. Et là, les manifestants ont dit qu'il y en a quand même un peu ras-le-bol. Voilà. Donc, chacun prend, je crois, l'Afrique évolue, on doit le prendre en compte. La France part d'un peu partout en Afrique, par dialogue, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et ailleurs, elle a été shootée devant par le Sahel. Elle n'aurait pas dû rester dans cette durée au Sahel après avoir rempli sa première mission, qui était simplement d'empêcher que Bamako ne tombe pas. Jean-Christophe Bach qui a été interpellé directement, peut-être. Oui, je crois que Dominique Trinquant a partiellement répondu. Quand je disais que nous étions tout à fait prêts à reconnaître nos erreurs, ce n'était pas spécifiquement concernant l'Ukraine, où je pense que les erreurs sont quand même très très partagées, mais c'était de reconnaître que sur un certain nombre de plans, notamment d'avoir peut-être voulu depuis quelques décennies imposer notre modèle à la fois de gouvernance, de notre façon de penser la société, et je pense que, et ça a été souligné, je pense que ce qui est très important dans l'émergence de ce Global South, c'est la poussée des opinions publiques et la poussée de la société. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on prenne ça bien en compte, que le Nord a perdu une partie du Sud à cause notamment d'un certain nombre de questions sur les valeurs, sur la notion de la famille, sur la religion, sur la vision de la société. Et je pense qu'on a voulu dire ou faire croire que modernité voulait dire que westernization is modernization, ce qui est probablement une grosse erreur, et que ça fait partie justement de ces termes de la global conversation que l'on doit remettre en place, avec un discours de la méthode. Et je crois que les griefs que nous pouvons nous exprimer, je ne veux pas dire ils sont nombreux de part et d'autre, mais déjà si on créait 2 colonnes en disant « voilà ce que je te reproche, voilà ce que tu me reproches », établir un véritable discours de la méthode, de faire en sorte aussi que dans la façon de repenser cette global conversation, ça n'est pas uniquement la responsabilité des États. Et Dominique Trinquant le disait très justement, lorsque effectivement la France veut par exemple s'engager avec la société civile africaine, elle se fait engueuler parce qu'elle n'a pas à passer au-dessus des États. Il faut repenser aussi à cette vision très westphalienne et très rigide des relations internationales. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons entrer dans des processus multi-acteurs où la société civile, où les religions, où le secteur privé et dans les syndicats, les médias doivent participer à cette façon de repenser les termes d'un contrat global. Professeur Teuta Vodo. Oui, merci beaucoup. En fait, je dois avouer que moi je viens d'un pays avec un passé communiste, avec une dictature qui ne connaissait pas l'état de droit. Et donc, après la chute du communisme dans les années 90, on a eu tous ces acteurs de l'Union européenne qui sont venus pour nous expliquer l'état de droit, les élections libres, transparence, intégrité, etc., etc. Moi-même, j'ai pu diriger la réforme de la justice et plus précisément l'anticorruption. Évidemment, ce n'était pas si évident et si facile de voir tous ces acteurs qui venaient de l'extérieur et de nous dicter ou de nous enseigner comment il fallait faire. Donc, évidemment, tous ces piliers qui font partie de l'Union européenne et qui sont imposés par l'Occident, d'un côté, ils peuvent être perçus comme ça. Donc, je comprends très bien certains commentaires et certaines suggestions à propos de qu'est-ce que c'est dicté par l'Occident. Mais je vous assure que, au moins, c'est ça mon perspective, que parmi toutes les formes de gouvernance, la démocratie, c'est celle qui est plus liée aux citoyens et qui protège mieux les intérêts des citoyens. C'est-à-dire que... Merci. Okay. Donc, juste pour vous dire que
c'est la corruption, le cœur, c'est où on doit cibler et qu'on doit combattre. C'est pour cela que parmi toutes ces propositions, je suis tout à fait en faveur de se concentrer sur cette forme de gouvernance. Merci. Merci, professeur Teutavodo. Milena? Thank you for the question that was addressed to me. I actually love to be in a panel where there is debate and where we can confront different opinions. I have to say that in my country, I am an extremely pro-Western and pro-EU actor. I am the program director of the European Union. But for me, the European Union and the West are about the values. And when the West, first and foremost, for me at least, the European Union, when they fail at actually living up to the standards, to the human rights which they uphold and which they, actually I would not say they dictate, I mean it is our decision to take those standards, but we need to see that those standards are upheld by those who are, you know, expecting us to uphold such standards in order to join their club or their part of the world. And I think that, you know, yes, you're right, there can be, you know, multiple truths at the same time. But with the Palestinians in Gaza right now, there is only one truth. There are no multiple truths. I mean, everybody who has seen children in pieces in front of their screens knows that there is only one truth there. And I think that Palestine, Palestinians, and Gaza can actually break the multilateral system, and they can completely break and undermine and destroy the West's position if the decisions of the multilateral institutions are not respected. So respect for the ICJ decisions, respect for the ICC's decisions, seeing countries of the European Union declaring that they will not arrest an indicted personality. This is scary for me. I think that this must not happen if we want to have at least a beacon of hope that the multilateral system will persist. And what gives me hope, to be honest, it is my children. My children who do spend time on TikTok, but they spend time on TikTok not only looking at brain rot, but actually looking for information and seeing what is happening. Because this is where children today and young people today get unfiltered information, and as much as it can also have some negative effects, I think that it is actually bringing the truth to our screens and to our faces. Farid Shaif, one word. Very briefly, I think I just would like to repeat. First of all, I spoke about decolonization, so it was not out of my radar, yes. And the way how we should strengthen, I fully agree, it's through strengthening multilateral institutions. Azerbaijan, as a subject of foreign occupation, for decades advocated for international law, principle of international law. Unfortunately, the system which we have right now with the P5 dominating the system, and they can distort or apply double standards. Again, since 90s, we're discussing the issue of UN reforms and including Security Council, and we are not moving forward. Thank you. Giovanni Romani. Very quickly, just two points. First of all, on Ukraine, I just want to underline that here what we're talking about is an aggression against a sovereign state. And Ukraine has the right of self-defense, and it will continue to support it without becoming part of the conflict. On youth and the perception of the West and of NATO, I'm responsible for Middle East and Africa, so it's not the first time I hear this, of course. We are very much aware of this. It's a huge challenge. There is a battle of narratives in which a lot of disinformation is also deployed. So yeah, we need to do better there. We need to do better in explaining that our approach is actually of cooperative security. It is of collaboration, and it is of local ownership. Actually, we collaborate with actors in the region on the basis of mutual respect and local ownership. And this is probably not well understood, and the action of NATO and the West very often are kind of depicted in a completely different way. Thank you. Thank you. Unfortunately, time is up. Le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. Je vois qu'il y a beaucoup de questions.
Je vous propose de poursuivre le débat. Désolé, mademoiselle, on ne peut pas garder la salle. It's already finished. Je vous propose de poursuivre les échanges. Hein. Nos intervenants sont là. Je les remercie. Nous avions Mihaela Mihailovic qui dirige le centre qui dirige un think tank basé à Belgrade. Nous avions aussi Farid Chayev qui dirige le centre d'études des relations internationales de Bakou à Azerbaïdjan, professeur Teuta Vodo qui enseigne à Sciences Po Paris, le général Dominique Trinquant, merci. Nous avions aussi Giovanni Romani qui dirige le Moyen-Orient, Maghreb, l'OTAN, et Jean-Christophe Bas qui dirige le cabinet Global Compass. Merci, merci, thank you ladies and gentlemen. Merci.